Bonjour à tous et merci de votre invitation, puisque ça permet aussi à la Direction générale des entreprises de faire œuvre de pédagogie aussi, puisque comme vous le disiez à l'instant, nous avons été directement impliqués dans les négociations, y compris notamment sous présidence française. Et la question à laquelle je suis venue vous répondre, c'est où en sommes-nous de l'IA Act? Alors, Renaud Vedel a déjà bien déblayé le terrain pour moi, et je le remercie, puisque j'ai retenu notamment deux notions importantes que nous entendons depuis le départ de manière régulière, ou que nous souhaitons. C'est la notion d'application avec discernement, et le mot inquiétude. Et je pense aussi que ce mot inquiétude, nous l'avons très bien entendu depuis le départ aussi au ministère de l'économie et des finances. Et c'est ce qui a guidé notre action également, puisqu'il était évident pour nous que ce texte ne devait pas être une simple couche normative supplémentaire, mais bien également une possibilité pour les entreprises qui s'impliquent dans le développement d'une IA éthique et responsable d'avoir des leviers d'innovation et de conserver une compétitivité. Alors, je vais commencer par vous parler de ce qui a été accompli jusqu'à ce jour. Donc d'abord, de manière très brève, en termes de processus, comme vous le savez, la Commission européenne avait publié son projet de texte le 21 avril 2021. Donc ça fait un peu plus de 18 mois maintenant. Et comme Renaud Vedel le précisait, seule la Commission a le pouvoir d'initiative législative, c'est-à-dire que les États membres ne peuvent pas d'eux-mêmes proposer un texte, puisque ce pouvoir appartient à la Commission. Et ce texte, à la base, il comprenait 85 articles, 9 annexes et un certain nombre de considérants qui sont en fait les explications qui accompagnent les articles juridiques pour mieux les expliquer et, on l'espère, mieux les faire appliquer. Alors depuis cette date, depuis la publication de cette proposition par la Commission européenne, le texte il a fait l'objet des négociations au Conseil de l'Union européenne entre les 27 États membres. Et depuis 18 mois, les 27 États membres se réunissent régulièrement au niveau technique pour trouver une position commune et qui soit relativement acceptable pour tous, même si cette position n'est pas finalisée et définitive, mais j'y vais revenir dans un instant. Donc, on a eu depuis 18 mois des présidences de l'Union européenne, enfin du Conseil de l'Union européenne, plus exactement une présidence portugaise, une présidence slovène, puis une présidence française à laquelle j'ai eu la chance d'œuvrer également, et comme vous le savez certainement, une présidence tchèque qui s'achève au 31 décembre 2022 et qui sera suivie par une présidence suédoise, voire peut-être sur ce dossier, vraisemblablement une présidence espagnole. Alors la nouvelle avec laquelle je viens aujourd'hui, c'est de vous dire que les 27 États membres, au bout de 18 mois de négociations, ont trouvé un accord sur un texte qui est public désormais, que vous trouverez facilement sur Internet, et qui n'est plus le texte d'origine qui était publié par la Commission européenne, puisqu'il a été substantiellement remanié et amendé par les États membres. Alors, c'est sur la base de ce texte qu'on engagera les négociations avec le Parlement européen. Mais encore une fois, ce texte n'est pas définitif, mais là encore, je vais y revenir. Alors justement, les deux questions que j'anticipais aujourd'hui, c'est justement, est-ce qu'on a fini les négociations, est-ce qu'on doit se contenter de ça? Non, puisque ce texte, comme je le disais, n'est pas définitif, mais c'est une position commune, des 27 États membres. Est-ce que ce texte est parfait? La réponse est non. Et je vous surprendrai peut-être, mais cette réponse négative est évidente pour les 27 États membres. C'est-à-dire que le but, c'est pas d'arriver à un texte parfait du premier coup où tout le monde serait d'accord, puisqu'on sait très bien que nous aurons des débats très compliqués sur certains sujets avec le Parlement européen qui n'a pas forcément la même vision des choses que nous, notamment sur le rapport entre la protection des droits fondamentaux et le soutien à l'innovation. Donc il y a encore du travail de négociation qui est à faire, mais ce texte, il est quand même le fruit d'un résultat, enfin c'est le résultat plus exactement de nombreux compromis qui ont dû être faits, puisque comme vous l'imaginez, négocier à 27, déjà négocier à 2 c'est compliqué, négocier à 27, je ne vous cache pas qu'on a eu des moments de sueur, voire de frayeur parfois,
pour arriver à ce résultat-là. Alors je reviendrai tout à l'heure sur le calendrier à venir, mais après vous avoir dit cela, donc nous avons ce texte, cet accord commun des 27 États membres pour négocier avec le Parlement, c'est ce qu'on appelle l'orientation générale. Qui aura encore une fois vocation à évoluer. Mais concrètement, quelles avancées nous voyons sur le fond dans cet accord des États membres? Alors, je n'ai pas malheureusement le temps de revenir en détail sur le contenu initial de la proposition de la Commission, mais Renaud a rappelé aussi l'approche par les risques, et je pense que c'est aussi l'essentiel de cette proposition. Donc cette approche par les risques, elle a été maintenue. Mais parfois, je m'aperçois effectivement en discutant avec les interlocuteurs, puisque côté Direction générale des entreprises, nous sommes restés très ouverts au dialogue, notamment avec les entreprises, y compris avec les ONG, mais on a beaucoup échangé, y compris pendant ces négociations avec les entreprises, puisque nous voulions absolument ne pas tomber carrément à côté de la réalité économique des entreprises. Donc on a parlé avec beaucoup d'entreprises, des grandes, des petites, des françaises, des étrangères, et on s'est inspiré aussi de tout, on s'est nourri de tous les éléments qu'on a bien voulu partager avec nous. Alors bien entendu, on n'était pas tout seul, mais il est très clair pour moi, qui ai eu l'occasion de participer à de nombreux échanges de cette sorte, que malheureusement, ce texte reste encore très compliqué et parfois interprété de différentes manières. Et c'est là où je reviens au mot que Renaud Vedel évoquait, le mot inquiétude. Parce que je me suis aperçue que le texte n'était pas lu de la même façon nécessairement par tous les acteurs, et donc suscitait aussi parfois des craintes qu'il convenait de clarifier. Alors on parlait effectivement des systèmes à haut risque, donc et Renaud Vedel expliquait aussi très bien que nous sommes dans une approche horizontale, c'est-à-dire que ce règlement a vocation à s'appliquer à tous les secteurs publics et privés, en tout cas à la plupart. Et la difficulté première qu'on a rencontrée, c'est de construire des normes suffisamment précises pour assurer une sécurité juridique aux acteurs économiques, et en même temps de leur laisser suffisamment de flexibilité pour s'adapter aux contraintes des différents secteurs. Donc justement, je parlais de cette difficulté d'interprétation du texte, et l'un des axes principaux de travail que nous avons eu, notamment sous présidence française, mais de manière générale au Conseil, c'était une volonté absolue de clarifier ce texte, puisque nous avions conscience qu'un certain nombre de règles qui étaient posées suscitaient justement des interprétations très différentes et des inquiétudes parfois. Dans la lignée de cette volonté de clarification, nous avons notamment essayé de faire un travail sur les définitions, notamment sur la définition de l'IA, ça va de soi, qu'on a modifié substantiellement pour la rapprocher, pour ceux qui sont familiers avec la définition de l'OCDE. Cette définition a été rapprochée donc d'une définition qui est déjà connue en droit international, qui est celle de l'OCDE. Et nous avons également fait un travail, donc je reviendrai peut-être s'il y a des questions là-dessus, mais sur la notion de système à haut risque, puisqu'il y a eu un relatif consensus au sein des États membres pour considérer que les définitions initialement proposées par la Commission étaient trop larges, et donc suscitaient bien entendu des inquiétudes, y compris par rapport notamment à des logiciels qui ne seraient pas forcément considérés stricto sensu comme de l'IA, mais qui se seraient trouvés englobés par des définitions qui étaient beaucoup trop évasives. Donc ça, c'est un travail qu'on a fait sur les définitions afin de resserrer justement cette définition des systèmes à haut risque. Alors je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que le temps nous manque, mais avec un système de double palier, c'est-à-dire qu'avant de devenir un système à haut risque, il faut qu'il y ait quand même un impact substantiel du travail du système sur la décision finale qui sera prise. Donc il faut quand même un lien de causalité avant de pouvoir être qualifié de haut risque. Et puis il y a un certain nombre de clarifications qu'ont tenté de faire les États membres sur la fameuse annexe 3 qui suscite beaucoup de craintes. Alors, je rappelle simplement, effectivement, pour ceux qui seraient un peu moins familiers avec le texte, que la plupart des exigences techniques et des obligations de ce texte ne s'appliquent pas à tous les systèmes d'IA, mais bien aux systèmes qui seront classifiés à haut risque. Donc, il me semble aussi que c'est important de le rappeler, puisque j'ai lu avec beaucoup d'attention aussi l'étude qui est sortie récemment sur
AI Impact, Risk Impact ou Impact Survey, pardon. Et j'étais effectivement un petit peu étonnée des résultats, puisque un certain nombre d'entreprises considèrent qu'ils sont majoritairement dans la catégorie des hauts risques. Donc je pense qu'il y a aussi là-dessus beaucoup d'échanges à avoir pour faire de la pédagogie. Alors au-delà de cet effort de clarification du texte, on a eu aussi le souci de concilier le caractère horizontal du texte, c'est-à-dire qu'il s'applique à différents secteurs, et la flexibilité. Alors, on parlait tout à l'heure de la flexibilité dans le temps, puisque bien évidemment, l'une des préoccupations majeures, c'est de ne pas avoir à revoir le texte tous les ans, parce qu'une nouvelle technologie aura émergé et qu'il doit donc être suffisamment souple pour s'adapter dans l'avenir. Mais la flexibilité, c'est aussi par rapport au secteur, justement, parce qu'il y a aussi une grande inquiétude de certains secteurs qui nous ont dit régulièrement, mais nous, on est déjà régulés, nous, on n'a pas besoin de régulation supplémentaire, etc. Donc ça a aussi été pris en compte. Et l'une des législations sectorielles qui a suscité aussi beaucoup de questionnements, c'est, je prendrai l'exemple du RGPD, puisque le RGPD, effectivement, il y a eu beaucoup de commentaires sur l'articulation du règlement IA avec le RGPD, comment on articule, est-ce qu'il faut une étude d'impact, etc. Alors, je vais résumer les choses très simplement, c'est que le RGPD continuera de s'appliquer, le règlement IA ne remet pas en cause le RGPD, notamment, par exemple, s'il y a des données personnelles dans le système d'IA qui font l'objet d'un traitement de données, ils seront, de la même manière que c'était auparavant, soumis aux études d'impact du RGPD. C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas de nouvelle étude d'impact, par exemple des données personnelles dans le règlement IA, puisqu'il s'ajoute, mais il ne remplace pas ni le RGPD, ni par exemple les réglementations en matière financière, puisque dans le secteur financier, on a pris en compte notamment le fait qu'il y a un processus très, très spécifique de contrôle prudentiel, qui devra lui aussi intégrer les éléments concernant l'IA et le règlement IA, mais qui n'est pas remis en cause sur le processus par ce règlement IA. Je peux aussi citer d'autres secteurs comme les dispositifs médicaux. Il y a eu un gros travail d'alignement du texte par rapport au texte existant en matière de dispositifs médicaux. Un autre sujet que nous avons beaucoup travaillé, c'est une meilleure répartition des responsabilités dans la chaîne de valeur IA. Alors je vais peut-être le laisser plutôt pour les questions, mais effectivement, nous avons, sous présidence française, proposé un régime spécifique de responsabilité pour les fournisseurs de systèmes d'IA à usage générique, donc les fameux General Purpose AI, qui a fait réagir un certain nombre d'acteurs, bien évidemment. Mais nous étions convaincus, et la présidence tchèque l'a été également, que c'était dans l'intérêt de tous de mieux partager ces responsabilités sur ces systèmes, puisque en l'absence si ces systèmes étaient exclus comme ils l'étaient auparavant par les présidences précédentes, la responsabilité et toute la responsabilité a posteriori incomberait aux entreprises européennes utilisatrices de ces systèmes. Et nous ne trouvions pas du tout que c'était particulièrement équitable pour ces entreprises. Je peux aussi parler de la clarification effectivement du régime des systèmes à double usage civil et militaire, mais comme Renaud l'a dit, on a effectivement pensé à une exception, puisque là aussi le développement du marché de la défense, ça a été pris en compte, et pas que par le biais de la guerre en Ukraine. Et puis, il y a aussi un certain nombre de dérogations auxquelles on a jugé utile de se référer pour justement les petites et moyennes entreprises, y compris sur le système des General Purpose AI, et des allègements ou des assouplissements pour les plus petites entreprises, notamment en matière de fourniture de documentation technique. Donc voilà pour la répartition des responsabilités. Je vais aller très vite sur le reste, mais je vais quand même citer l'une des priorités qui était la nôtre, c'est le soutien à l'innovation, bien évidemment. Donc on a fait un gros travail aussi sur les bacs à sable réglementaires, et on a aussi créé une possibilité, donc ça c'est aussi une initiative de la présidence française, une possibilité de test en conditions réelles des systèmes à haut risque de l'annexe 3, en dehors ou dans des sandbox, c'est-à-dire avec ou sans supervision d'une autorité.
avec un certain nombre de conditions, bien entendu, parce qu'il y a un impact sur les personnes, mais on a été un petit peu plus loin que les bacs à sable qui étaient proposés. On est même allé beaucoup plus loin que ceux qui étaient proposés par la commission initialement, puisqu'initialement la commission voyait les bacs à sable sans test en conditions réelles, ce qui est quand même un petit peu paradoxal. Mais en tout cas, ça s'est rétabli, voire davantage dans le règlement IA. Et on a aussi essayé d'introduire un certain nombre de mesures de soutien aux plus petites et moyennes entreprises, notamment en ce qui concerne l'édiction de lignes directrices par la Commission, qui ne sera pas facultatif, mais qui est désormais une obligation pour la Commission. Et il y a un certain nombre de sujets qu'on a listés et sur lesquels la Commission devra accompagner notamment les petites et moyennes entreprises dans la mise en œuvre de ce règlement. Et puis le dernier gros sujet aussi qui a été travaillé à partir de la présidence française, sur lequel je ne m'étendrai pas puisque mon successeur va en parler plus en longueur, c'est le principe de la gouvernance que les États membres ont essayé de simplifier et de faire en sorte qu'elle soit mieux représentative de l'ensemble de l'écosystème de l'IA. Donc les prochaines étapes, très rapidement, si je suis encore dans les temps, encore une minute, c'est parfait, ça me suffira. Les prochaines étapes, donc les discussions au Conseil entre les États membres sont désormais, si je puis dire, suspendues sur ce texte, puisque nous sommes dans l'attente de la position de négociation du Parlement européen, qui a commencé à travailler lui aussi depuis plusieurs mois et dont nous attendons le rapport final, mais vous avez peut-être entendu parler de cela dans l'actualité. Il y a un premier rapport qui avait été publié par les députés en charge de ce dossier et il y a eu plus de 3000 amendements. Donc ils sont en train de les examiner un par un, comme chez nous, si je puis dire, et ça prend un certain temps. Donc la position du Parlement, elle n'est pas encore figée. Et une fois qu'on aura cette position qu'on attend vraisemblablement en début d'année 2023, en tout cas au premier trimestre, pour les moins optimistes, on pourra ensuite commencer ce qu'on appelle les trilogues, c'est-à-dire les négociations entre les États membres du Conseil, le Parlement européen et la Commission européenne. Et c'est seulement après, à la fin, que nous arriverons à un texte qui sera, lui, définitif, avec toutefois, je me permets de le signaler d'ores et déjà, un temps de mise en œuvre qui a été déjà, dont les États membres ont proposé de rallonger la durée pour laquelle il faudra se mettre en conformité avec ce règlement. Donc c'est passé pour l'instant de 2 à 3 ans, puisque nous avions encore une fois conscience de la nécessité pour les entreprises d'avoir le temps de se mettre en conformité et de s'adapter à ce règlement. Je vais m'arrêter là, vraisemblablement, sauf si vous avez d'autres questions. Mais encore une fois, il y a encore du travail. Le texte n'est pas définitif, mais on est bien entendu preneur de vos retours pour aller encore plus loin dans le soutien à l'innovation. Très bien, merci beaucoup. Rassurez-vous, on peut prendre une ou deux questions s'il y en a dans la salle. Je vois qu'il y en a plusieurs. Madame, le micro arrive. Bonjour. Bonjour. Agnès Delaborde du Laboratoire national d'essai, le LNE. Du côté des organismes de normalisation au CNCNL au niveau européen, on travaille actuellement sur l'élaboration des normes harmonisées pour les actes. Et dans les groupes de discussion, on reste en arrêt, je vais dire, sur un point de la proposition de l'EACT qui concerne les systèmes, je ne sais plus les termes exacts, mais subliminaux. Technique subliminale, oui. Oui, on ne sait pas exactement ce que ça signifie, on ne sait pas exactement comment l'aborder. Est-ce que ce point a été clarifié, discuté? Qu'est-ce qui a été dit à ce sujet? Alors, il y a effectivement eu des discussions à ce sujet. La difficulté des négociations à 27, c'est que si on n'a pas de meilleures propositions, on tourne un petit peu en rond dans la discussion. Donc, pour l'instant, le texte, en tout cas la formulation que vous évoquez donc, sur l'article 5 et les techniques subliminales, qui s'apparentent de manière, pour faire un raccourci, à la manipulation de la personne qui interagit avec le système, n'a pas été précisé, si ce n'est qu'il faut aussi quand même aller voir dans les considérants, puisqu'il y a un gros effort qui a été fait sur les considérants, et si vous regardez par exemple le volume des considérants, en fait on a quasiment doublé les explications
Alors je sais bien que les juristes dont je fais partie me diront inconsidérant, ça n'est pas un article, mais il y a quand même un gros travail d'explicabilité qui a tenté d'être fait sur ce point également. D'accord, donc on regardera ça. Merci. Merci beaucoup. J'ai une deuxième et dernière question, monsieur. Je vais m'approcher de vous avec le micro. Bonjour, Nicolas Moresco, Massif. Est-ce qu'il y a pas, c'est très bien d'avoir des bacs à sable. On parlait de géopolitique en introduction. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que demain, que des petites entreprises fassent un peu n'importe quoi du point de vue consommateur et ensuite soient rachetées par exemple par des GAFAM ou des BATX et ont quelque part que la pépite s'en aille? Alors là, je pense que ça va dépasser le strict cadre de l'IA Act. Malheureusement, si j'avais la réponse à cette question, à moins que Renaud l'ait, mais si j'avais la réponse à cette question, bien évidemment, ce serait facile. Mais on est vraiment sur un texte qui se situe au niveau de la mise sur le marché. On est vraiment effectivement au stade où le système n'est pas encore sur le marché, mais a vocation à l'être. Et donc les bacs à sable qui sont proposés, c'est effectivement pour développer le système. Alors bien évidemment, il faut quand même qu'on reste dans le cadre des règles européennes. Il n'y a pas de secret là-dessus, il y a un droit de la concurrence. Et jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, on n'a pas de règles européennes qui nous disent qu'on peut interdire une entreprise d'être rachetée dans les 5 ans à venir si il développe une technologie. Donc là, je pense qu'on est un peu au-delà de l'IA, si vous me permettez. Une réponse peut-être lapidaire, mais un bac à sable, c'est pas open bar. Ça veut dire qu'on relaxe par rapport aux besoins de l'entreprise tel qu'il est démontré, une ou plusieurs règles, dans la mesure strictement nécessaire à l'invention. Donc, c'est pas du dumping complet. Et donc, voilà. Et après, la problématique de rachage, je la déconnecterai complet parce que c'est une problématique générale. Voilà. Sachant que sur les règles du bac à sable, il y a effectivement aussi des dispositions pour prioriser, lorsque cela est possible, les petites et moyennes entreprises. Donc ça a été expressément développé dans l'article 53. Très bien, merci beaucoup. Une petite réponse, et ce sera là vraiment la dernière observation avant de passer la parole à la suite. Oui, mais quelque part, le paradoxe de cette exemption des SMEs par rapport à ces travaux, c'est que finalement, un grand groupe qui peut innover, qui a des ressources, en fait, sera interdit quand une petite start-up pourra le faire. Alors, je ne suis pas sûre qu'on puisse lire cela comme ça. Donc, je suis à votre disposition pour en rediscuter parce qu'on n'a plus le temps. Mais je pense que ce raccourci-là n'est pas exactement ce que nous avons mis dans le texte. Mais je suis à votre disposition. Alors, merci beaucoup. Donc, le débat se poursuivra à la machine à café comme souvent. Exactement. Merci.